100 milliards. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le nombre de casquettes que j'ai chez moi. Non, c'est le nombre d'objets connectés qu'il y aura d'ici la fin de l'année prochaine. C'est énorme. Si on ramène à une échelle humaine, ça fait une moyenne de 10 objets par personne. Chez vous, vous avez probablement une dizaine de ces objets sans vous en rendre compte. Une montre, un téléphone, une tablette, une télé, une enceinte, ça va très vite. Une autre chose qui va vite avec les objets connectés, c'est la croissance. Il y a une quinzaine d'années, on les découvrait à peine. Aujourd'hui, on est envahi. En termes de chiffre d'affaires mondial, ça représente 400 milliards de dollars. 400 milliards. Ça fait rêver. Et si vous voulez prendre votre part du gâteau, vous allez vous confronter à diverses facettes cachées dont on va en découvrir tout à l'heure. Mais avant ça, posons-nous cette simple question. Pourquoi connecter un objet? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on y gagne? Prenons le cas d'un volet battant. Alors je ne sais pas si vous avez ça chez vous, c'est une expérience de vie quotidienne fabuleuse. Tous les matins, vous devez ouvrir votre fenêtre, ouvrir votre volet, fermer votre fenêtre. Et puis tous les soirs, vous devez ouvrir votre fenêtre, fermer vos volets et fermer votre fenêtre. Entre-temps, vous vous faites piquer par une armée de moustiques et vous dites que les boutons seraient mieux à côté de vos fenêtres pour pouvoir fermer vos volets sans toucher aux fenêtres. Vous allez donc les motoriser. C'est bien. Maintenant, moi je suis un bon développeur et donc je suis très feignant. Et même faire le tour de toutes mes pièces pour aller appuyer sur ce bouton, ça m'ennuie. Donc je vais aller plus loin et je vais les automatiser, les centraliser pour n'avoir plus qu'un seul bouton sur lequel appuyer le soir quand je vois le soleil se coucher ou le matin quand je me lève. En termes de plus-value, c'est pas terrible, donc je vais aller encore plus loin en les connectant cette fois-ci et en récupérant ces infos, soit de mon réveil, soit d'un service de météo. Même mieux, je vais pouvoir suivre la trajectoire du soleil et fermer les volets tout au long de la journée pour garder ma maison au frais. Qu'est-ce que j'ai gagné? Du confort, mais je l'ai fait au prix de quelque chose. Ce sont les interactions. Initialement, j'avais 2 interactions par volet et par jour. Aujourd'hui, je n'en ai plus aucune. Et ce constat, on peut le refaire avec d'autres objets. L'arrosage automatique, par exemple, qui pourrait, avec un service de météo, savoir s'il faut arroser ou non. Le chauffage, qui, avec mon agenda ou la météo, pourra savoir quand démarrer pour que j'ai mes 19 degrés réglementaires quand je rentre chez moi. Ou bien mon alarme qui pourrait se connecter à ma serrure connectée, elle aussi, et s'enclencher toute seule. Alors bien sûr, il y aura toujours des exceptions, le robot cuiseur, la balance, ou bien la voiture, mais là encore, les interactions ont considérablement changé. Clairement, quand j'obéis au doigt et à l'œil à mon robot cuiseur, l'objet connecté, c'est moi. La balance, quand je monte dessus, je ne regarde plus l'afficheur, je préfère jouer les traders à regarder les courbes. Et puis la voiture, je monte dedans, mais bientôt je ne la conduirai plus, alors que j'ai mes 12 points. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Alors personnellement, la première chose que je retiens, c'est que les volets battants, c'est nul. Ne faites pas ça, il faut mettre des rideaux occultants parce que ça laisse passer la lumière en plus. Puis il faut négocier avec monsieur ou madame les couleurs. Donc plus sérieusement, ce que je retiens, c'est que je n'achète plus un objet, mais une expérience dans son ensemble. Quand je suis en magasin, je ne suis plus en train de me dire est-ce que cet objet va être beau chez moi? Non, je suis en train de regarder les services auxquels on peut l'interconnecter. Est-ce que ce sont des services que j'utilise? Je regarde si je peux l'interconnecter à d'autres objets. Est-ce que ce sont des objets que je possède? Ou même, je vais aller regarder sur l'App Store l'application. Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est bien notée? Aujourd'hui, la note d'une application sur un store, ça devient un critère d'achat en magasin. Et ça va changer notre façon d'aborder les objets, que ce soit la fabrication, le développement ou même l'utilisation qu'on va en avoir. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs de ces objets et j'en ai découvert de nombreuses facettes cachées. Et je vais vous en présenter 5 sous forme de conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai démarré. Pour le premier conseil, on va mettre une casquette de PO, justement, de Product Owner. Et c'est donc d'éviter d'optimiser le coût du hardware. Alors je sais, vous vous dites, il n'a rien compris. Généralement, on va plutôt faire l'inverse, choisir précisément le stockage, la mémoire, la connectivité, pour peut-être gagner 2 € par objet. Mais fois le nombre de ventes, très vite, on va avoir peut-être 20 000 €. C'est toujours mieux dans notre poche que dans celle de quelqu'un d'autre. Prenons le cas d'un objet connecté, donc ici une box qu'on connecte directement sur la télé des grands-parents et qui va nous permettre de partager les dernières âneries des petits-enfants. Vous, en tant que fabricant, vous avez fait le choix de mettre 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, puis un processeur de base. Et si vos utilisateurs, quand ils commencent à utiliser le service, finalement, ils envoient tellement de photos que vous n'avez pas assez de stockage sur la box pour pouvoir tout stocker. Ou pire,
si votre box n'est pas capable de lire la vidéo prise avec le dernier iPhone. Vous allez devoir mettre en place des solutions de contournement, donc du redimensionnement d'image ou la conversion vidéo. Et ça va avoir un coût. Un coût de mise en place, 15 à 20 000 euros, puis un coût de fonctionnement, 3 à 5 000 euros par an. Donc au final, pour gagner 20 000 euros, vous venez de perdre 25 000 euros. Je ne suis pas sûr que ce soit l'opération du siècle. Le pire, c'est qu'en fait, pour gagner une fois 20 000 euros, peut-être que vous allez perdre plusieurs fois 25 000 euros. À chaque fois que vous avez une nouvelle fonctionnalité à rajouter, peut-être que vous allez avoir ce problème. Pour le deuxième point, là encore, on va garder notre casquette de PO. Donc c'est d'éviter de mettre les fonctionnalités en physique. Donc c'est un biais que j'ai vu sur plusieurs projets. C'est cette volonté de se dire, parce qu'une fonctionnalité existe à travers la connexion, je veux qu'elle existe aussi en physique. Voire pire, je veux un usage déconnecté de l'objet connecté. Si je prends cette enceinte sur laquelle j'ai rajouté un écran, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Personnellement, j'ai plusieurs de ces enceintes, elles ont toutes au moins 5 boutons, et sur chacune d'elles, à chaque fois, j'utilise qu'un seul bouton, on, off, et après le reste, je le fais avec mon téléphone. Mon avis, c'est que c'est même contre-productif. Il faut favoriser les usages connectés. Un usage connecté, c'est un usage où on va pouvoir remonter des statistiques et donc avoir du feedback, puis surtout, en fait, on va faire des économies. Un écran, une interface graphique, ça coûte bien plus cher que 2 € à développer. Pour le troisième point, on va mettre une casquette un peu plus tech, et c'est faire attention aux spécifications matérielles. Alors là, ça peut paraître évident comme ça, mais il y a des choses qui sont devenues un lieu commun chez nous, dans nos usages. Prenons la connexion. Si vous voulez connecter votre objet à votre réseau de maison, par exemple, ça va se passer comme ça aujourd'hui. Vous avez votre smartphone, il va être connecté à votre Wi-Fi. Vous allez envoyer via le Bluetooth les informations de connexion à votre objet. Et puis, l'objet va se connecter au Wi-Fi. C'est assez simple. Maintenant, si on fait apparaître les spécifications matérielles, donc ici les fréquences. Votre smartphone, il est connecté en 5-6 GHz à votre borne pour son usage, pour pouvoir aller regarder les séries sur votre plateforme. L'objet, lui, il va se contenter de 2,4 GHz. Donc là, on est vraiment sur une problématique d'infrarouge, d'ultrasons, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas s'entendre en fait. Ce n'est pas le seul endroit où vous allez avoir des problèmes. Le mot de passe, par exemple, là, votre mot de passe, il peut aller jusqu'à 63, 64 caractères selon la norme. Votre objet, il est peu probable qu'il sache les gérer. Et pareil pour le protocole de sécurité, le fameux WPA2 et maintenant 3. Sur les dernières box, on est en 3. Il est peu probable que votre objet sache gérer le WPA3. Et ici, ce n'est pas tant une casquette de tech qu'il va falloir vous falloir, parce que vous n'allez pas réinventer les lois de la physique du jour au lendemain pour votre objet. Donc là, c'est plus une casquette du X qu'il va vous falloir pour amener toutes ces contraintes-là, tout ça à vos utilisateurs pour pas qu'ils se retrouvent bloqués lors de la connexion de vos objets. Le quatrième point, alors là, on est un peu plus tech, c'est avoir une solution alternative au cloud. Alors, j'adore le cloud, c'est pas là la question, mais par contre, ça peut nous amener des petites frayeurs de temps en temps. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, si vous avez un objet qui cherche par exemple à récupérer les playlists sur le service que vous avez déployé dans le cloud, il va faire comme ça, il va faire une requête HTTP, donc, comme vous le feriez dans votre navigateur, et ça va ouvrir un canal de communication, donc envoyer une requête avec une commande et un chemin, donc ici get playlist pour dire qu'on veut récupérer les playlists. Ensuite, il va envoyer des métadonnées, donc des entêtes, qui permettent au serveur de savoir comment répondre. Donc ici, on demande une donnée structurée au format JSON. À son tour, le serveur va renvoyer des entêtes qui vont aider l'objet à comprendre comment interpréter la réponse. Et enfin, on va envoyer la réponse, donc ici, ma playlist. Sur un objet, j'avais cette requête. Donc à première vue, ça ressemble un peu à ce que je vous ai raconté. Il y a quand même un petit truc qui attire notre attention, c'est ça, on a du mal à le lire. Et pendant 2 ans, ça n'a posé aucun problème, ça a fonctionné, jusqu'au jour où AWS, ici, a fait une mise à jour des composants internes, sans nous prévenir, et ça a tout cassé. Et là, on s'est retrouvé avec des presse-papiers de luxe, à peu près à 1 500 € l'unité, ça fait cher, et impossible de les mettre à jour puisqu'ils étaient déconnectés, donc on ne pouvait pas leur donner une mise à jour pour leur dire « arrête de m'envoyer cette origine ». Heureusement, on a pu mettre en place un proxy, un passe-plat, qui est venu supprimer cette entête et qui a pu rétablir la connexion. On a ainsi pu renvoyer une mise à jour pour dire « arrête d'envoyer cette origine ». Le 5e point, là encore aussi une évidence, respecter les standards. On n'est pas tout le temps derrière ce qu'on fait pour s'assurer qu'on respecte tout bien les normes ISO, mais on peut avoir des surprises.
Donc ici, j'avais cette requête qui ressemble, comme je le disais tout à l'heure, un peu près à ce qu'on avait. Et c'est devenu ça pour mon serveur, du jour au lendemain. Donc là, si on regarde, il y a quelques entêtes en plus, mais on se dit qu'il n'y a que ça, quoi. Si on regarde de plus près, le nom des entêtes a changé. Avant, ils étaient en train case, donc des mots commençant par des majuscules séparés par des tirets. Et là, on est passé en kebab case, donc des mots en minuscules séparés par des tirets. Et juste ça, ça suffit à casser la connexion. On a fouillé le code un peu de l'objet et on a retrouvé d'autres contraintes complètement ridicules. Donc il y avait les entêtes en train case, il y avait aussi l'entête content range qui ne devait pas être en dernière position, les entêtes qui devaient faire moins de 512 octets, et puis les entêtes plus le payload qui devait faire plus de 1500 octets. Tout ça ne fait pas partie de la norme. Et on le devait à une bibliothèque qu'on a choisi d'utiliser pour justement se dire, on va éviter d'aller chercher les normes, et puis ça doit respecter. Donc mon dernier conseil, ça sera de bien faire attention aux bibliothèques que vous utilisez, et de s'assurer que ça respecte les normes. En conclusion, la connexion sur les objets, c'est bien plus qu'une extension. Ce n'est pas juste on les branche et ça marche. On va faire face à de nombreuses facettes cachées. Donc on a effleuré le sujet sur la conception et le développement, mais il va y en avoir tout un tas d'autres sur la partie SAV, occasion, mise à jour, sécurité, consommation énergétique. Heureusement, il y a des solutions qui sont proposées par le cloud, elles aussi. Ça prend la forme d'un système d'exploitation déjà câblé sur leur service, donc là, peu de chances qu'on perde la connexion, justement, et ça va permettre d'adresser la plupart de ces facettes. Donc mon ultime conseil, ce sera de choisir un hardware compatible avec ces solutions. Je suis Olivier Gauthier, je suis ingénieur multicasquette à Bitumoro depuis 15 ans. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci.